Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, on fait un tour d'horizon des projets domiciliaires dans la région. À une semaine de l'échéance, on fait le point sur la campagne Je roule en avril. Que se passe-t-il au traversier de l'île aux Coudres? Le chalet de Gabriel Roy à Petite-Rivière, offert pour des ateliers d'artistes. Le carrefour culturel Paul Médéric présente 3 nouvelles expositions. Le club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul prépare tout un spectacle. Et au sport, la région accueillera 2 tournois d'importance au cours des prochaines semaines. Bonne émission. Bienvenue aux actualités TVCO. La région de Charlevoix vit actuellement un véritable boom immobilier et je fais le tour de la question en compagnie d'Élisabeth Pailleur. Élisabeth, il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés. Absolument. Et commençons tout d'abord par regarder ce qui se passe dans Baie-Saint-Paul. Alors, vous allez voir sur le tableau, on a l'écoquartier Les Moissons, un projet qui est établi sur 10 ans et d'une valeur environ de 125 millions de dollars. Un gros projet, un nouveau quartier. Exactement, tout à fait. Alors, on a 24 de résidentiel, 45 de commercial et industriel, puis on parle d'un total environ de 232 logements. Par la suite, on a le secteur rue Roi-Comeau avec le promoteur Multi-Habitation Charlevoix. C'est un projet évalué à 2 millions de dollars et on aura donc des résidences unifamiliales, duplex et triplex. Et on poursuit avec une annonce qui s'est faite cette semaine, le 14 mars, en séance du Conseil, avec le terrain à l'arrière des bâtisseurs. Et là, ici, on va créer une nouvelle zone et assujettie au règlement de PIA pour autoriser à faire l'habitation multifamiliale jusqu'à environ 48 logements. Et il faut également mentionner qu'il y a une phase 2 au domaine de la Pigneron. Oui, et ça, c'est évidemment des résidences beaucoup plus de luxe, mais important de le mentionner, on a 44 nouvelles unités de condos et ce projet est estimé à environ 30 millions de dollars. Et par ailleurs, Martin, aux éboulements, on parle de modification de zonage dans 3 secteurs, c'est bien ça? Oui, il y a d'importantes modifications pour permettre de nouvelles constructions sur le territoire. Et pour en parler, je me suis entretenu avec le maire Pierre Tremblay. Monsieur le maire, vous avez un important projet de modification au zonage dans votre municipalité qui touche 3 zones. Pourriez-vous nous présenter les grandes étapes ou les grandes lignes des modifications au zonage que vous apportez? Bien, en fait, le premier, le majeur, c'est surtout pour permettre l'intégration d'un projet écotouristique. Étant donné que le zonage était surtout pour permettre l'habitation, bien là, maintenant, cette zone-là va faire partie de la zone F05 forestière, alors ce qui va permettre l'implantation d'un projet qui s'appelle Eau Refuge. Alors, Eau Refuge, c'est un prêt à camper, ce n'est pas des terrains pour de l'habitation unifamiliale. Okay. C'est tout simplement pour permettre l'implantation d'un centre récréotouristique. Maintenant, dans le domaine résidentiel, quelles sont les modifications au zonage ou qu'est-ce que ça représente comme impact, les modifications que vous proposez pour le domaine Charlevoix? Bien, en fait, le domaine Charlevoix, c'était en fait, il y avait une zone qui était intégrée dans une autre zone qu'on a remarqué qu'elle aurait pu tout simplement rester dans la zone primaire qu'on peut appeler. Puis, effectivement, il faut toujours demeurer que c'est dans un secteur où est-ce qu'il y a des identifiés comme glissement de terrain. Alors, on a continué à considérer les mêmes réglementations, les mêmes exigences d'avoir des études géotechniques et tout. Alors, c'est tout simplement pour unifier 2 zones qu'on a cette modification de zonage-là. Il n'y a rien de nouveau dans le lotissement ou quoi que ce soit. Le domaine Charlevoix, c'est touristique ou résidentiel? En fait, il y a une partie qui est touristique et une partie résidentielle. Mais actuellement, c'est majoritairement dans le secteur dont on a modifié la réglementation. C'est touristique, c'est touristique, pardon. Maintenant, tu as un 3e projet qui fait l'objet de la modification au zonage. C'est le secteur de la seigneurie des éboulements. De ce côté-là, je pense qu'on y va du côté résidentiel. En fait, c'est résidentiel et touristique quand même parce que c'est un secteur qui, tout simplement, c'était pour modifier les toitures parce qu'on avait certaines problématiques lorsqu'on avait des plans de citoyens ou de propriétaires qui voulaient s'installer dans le domaine de la seigneurie. Alors, c'est pour ajuster ou modifier plus facilement, que ce soit plus clair un peu l'application du domaine des toitures.
Monsieur le maire, votre municipalité est populaire. Vous avez une augmentation de votre population. Les nouveaux arrivants, ils s'installent où chez vous? En fait, c'est particulier. Il y a des secteurs différents, mais principalement dans les deux domaines, le domaine de la seigneurie puis le domaine de Charlevoix de promoteurs, et aussi à l'intérieur du périmètre urbain, qui restait quelques terrains aussi à l'intérieur. Alors, il y a soit des temporaires, des résidences secondaires qui sont devenues permanentes. Alors, il y a des familles où il y a des particuliers qui s'installent en permanence dans notre secteur, dans la municipalité, soit même à Saint-Joseph-la-Rive, il y avait encore des terrains disponibles. Et ici aussi, dans le rang Sainte-Catherine et le rang Sainte-Marie. Vous êtes également préfet de la MRC de Charlevoix. Est-ce que ce que vous vivez chez vous, vous le voyez également dans les autres villes de la MRC? Puis comment vous analysez la situation? Bien, en fait, on n'est pas différent des autres secteurs, des autres MRC ou des autres municipalités. C'est effectivement, il y a un manque de logements frappant et marqué, soit autant des résidences que pour des logements abordables. Alors, c'est une question qui va être amenée au prochain Conseil des maires, puis on regardera ensemble comment on peut aider les municipalités, ou on peut aider la construction ou la rénovation, mais c'est surtout la construction de nouveaux logements. Il reste que les municipalités, ce n'est pas notre fonction première, ce n'est pas notre mission, mais il reste qu'on sera partenaire probablement. Et comment? Bien, je pense qu'on va travailler ensemble avec les autres municipalités pour peut-être mettre les programmes en marche éventuellement avec les programmes gouvernementaux déjà existants. Alors, Monsieur le préfet de la MRC et maire des Éboulements, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Poursuivons maintenant le tour des projets domiciliaires dans la région en parlant de la ville de Saint-Urbain. Oui, parce qu'il y a deux développements à Saint-Urbain, soit donc le développement résidentiel sur le rang Saint-Jérôme et le développement résidentiel au village. On est même rendu à une deuxième phase. Oui. On peut aller voir ce que Mme Claudette Simard nous a dit. C'est un extrait d'une entrevue qu'on a eue il y a quelques mois. Du côté du séminaire, oui. C'est notre 4e année. Et on est rendu à la phase 5 qu'on a développée parce que c'est assez facile à développer. On est en bordure de la route principale. Alors, ce qui représente là aussi une quinzaine de terrains, ils sont tous vendus aussi. On est rendu à 40 terrains. Et ça, c'est non desservi. Ce sont des gens qui non doivent desservis, creuser bien sûr. leur puits, oui. Puis avoir une fosse septique. Oui. Et c'est des terrains quand même abordables. Pardon. Et comment ça... Oui, vous me dites abordable. On parle de combien à peu près par lot? Entre 22 et 25 000 27 000 maximum, tout dépendant de la grandeur, mais c'est bien divisé pour à peu près être assez égal. Oui. Mais moi, je trouve ça intéressant, malgré que c'est sûr que ça leur prend la fosse septique, tous les branchements, là, mais voilà. Mais en parallèle, combien coûte un lot dans le secteur plus au cœur du village, où les lots sont desservis par les services municipaux? Là ça coûte combien de ce côté-là, si on veut s'acheter un lot? De ce côté-là, c'est encore très avantageux parce que là, c'est avec les services. Alors, ça commence autour de 25 000 jusqu'à 35 000. Poursuivons maintenant notre tournée des projets domiciliaires dans la région avec la ville de Saint-Hilarion. Oui, et à noter qu'avec l'avènement de la Maison des aînés, bien, on en a profité pour créer une nouvelle zone pour le développement résidentiel. Et à ce sujet, on a la réaction du maire Patrick Lavoie. Dans le fond, le long de la rue des Champs, la nouvelle rue des Champs qui va être faite, il va y avoir des terrains qui vont être aménagés le long de cette rue-là. Puis dans l'autre section, dans le fond, le terrain là, qui a été acquis par la municipalité, on peut le diviser comme en deux. Donc, la deuxième partie, ça va être là le développement résidentiel. Puis, ça va donner au total 21 terrains disponibles. C'est beaucoup de terrains, mais la municipalité de Saint-Hilarion était rendue là au cours des dernières années. On n'avait pas eu de développement résidentiel depuis le dernier. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on n'avait plus d'offres au niveau à Saint-Hilarion, au niveau des terrains résidentiels. Donc, c'est une bonne chose. Élisabeth, l'île aux Coudres n'est pas en reste des autres municipalités parce qu'il y a des projets qui se trament également de ce côté-là. Tout à fait. Donc, il n'y a pas proprement dit des développements résidentiels, mais par contre, on nous dit à la mairie qu'il y a vraiment des terrains qui sont encore disponibles. On nous parle même d'entreprises qui voudront loger des employés très prochainement, alors ce sera à surveiller à ce niveau-là. Et là où ça bouge beaucoup, et on va terminer avec ça, c'est à Petite-Rivière-Saint-François. Oui, et on peut même aller tout de suite regarder au tableau. Alors, on a tout d'abord le projet Le Riverain, qui sera sur la rue du Quai. Et ça, c'est un projet qui est estimé à 18 millions de dollars. On aura donc 49 copropriétés, soit des condos de 2, 3 et 6 unités.
Ensuite, on a le projet Grande-Pointe-sur-Mer qui fait suite au projet Domaine La Falaise avec le groupe BBC. C'est un projet estimé à 14 millions de dollars et là, on aura donc 2 sixplex, 8 triplex ainsi que 3 unités unifamiliales. À noter que le promoteur a mentionné que c'était pour des locations touristiques. Par contre, ça pourra éventuellement devenir également des développements résidentiels, c'est-à-dire des endroits résidentiels. Oui. Et on termine avec un nouveau projet. Ça a été annoncé cette semaine par le budget 2022-2023. On parle ici d'une aide financière qui totalise 3,8 millions et c'est le fameux projet de logements sociaux et abordables qu'on appelle le projet Résidence Petite-Rivière. On parle ici de 20 logements pour aînés autonomes et familles. C'est vraiment l'effervescence dans Charlevoix. Oui, Martin, et on a voulu faire ce petit topo pour vraiment voir comment ça se développe au niveau résidentiel, mais évidemment, il y a d'autres projets qui ont eu lieu et qui auront lieu dans les prochains mois. Elisabeth Paillard, merci beaucoup. Merci, Martin. Le compte à rebours est commencé pour l'octroi d'un permis de pêche à la Facine à compter du 1er avril prochain. Dans Charlevoix, la région se mobilise et on vous a préparé un reportage. La mobilisation pour sauver la pêche à la Facine se poursuit. Plusieurs intervenants de la région ont participé le 19 mars dernier à une conférence de presse afin de réclamer du gouvernement fédéral qu'il émette des permis pour la pêche au Caplan pour le 1er avril prochain. Pour le pêcheur Robert Mailloux, c'est une question de vie ou de mort. Si la pêche à la Facine veut survivre dans Charlevoix, c'est une question de vie ou de mort. Là, on ne peut pas passer à côté de ça. Si la date, comme le gouvernement veut faire, la mettre au 1er juin, c'est la mort assurée des pêches à la Facine. C'est sûr que ça devient un dossier émotif. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est des traditions de plusieurs générations qu'on a entre nos mains. On veut que ça se poursuive. La pêche qu'on fait, c'est une pêche écologique et responsable. Le poisson, il est pêché chez nous, puis il est vendu à proximité. Il ne fait pas 1000 km avant d'être mangé. Un Charlevoix uni, c'est un Charlevoix garanti, souligne la conseillère Noël-Ange Harvey de l'Île aux Coudres. Je veux saluer le travail qui est fait par M. Mailloux et Mme Gauthier. C'est un travail de longue haleine parce que être une suite dans quelque chose pour amener ailleurs, là, c'est vraiment quelque chose qui est cher au cœur de tous les Charlevoisiens. Et puis, je salue aussi l'initiative de Mme notre députée au fédéral pour continuer de monter haut et fort aux barricades pour dire que oui, il y a une suite à ça. Puis, c'est pas le nombre de petits poissons qu'on va enlever à tout ce qui est donné, entre parenthèses, à la Chine ou aux Chinois. Nous autres aussi, on a le droit de manger, on a le droit d'avoir des beaux produits dans nos assiettes, on a le droit de faire connaître cette cuisine-là à saveur Charlevoix. Moi, j'appelle ça de la mer à la table. C'est directement de la mer à la table. Sans agent de conservation, fait avec amour, donné avec amour. Fait que profitons-en. Je salue tout ce que vous avez dit. Je ne répéterai pas le chef père, je ne répéterai pas tout, mais soyons forts, unis. Un Charlevoix uni, c'est un Charlevoix garanti. Je trouve ça le fun. Merci. Merci d'être là. Cette conférence de presse réunissait plusieurs gens d'affaires de la région ainsi que les préfets des 2 MRC de Charlevoix. En fait, comme préfet, mais aussi comme maire, je pense qu'on a une implication qu'on doit supporter ce qui s'est fait. Et puis d'ailleurs, il y aura une annonce très bientôt à l'effet qu'on veut conserver la pêche à la Facine comme un patrimoine immatériel. Alors, les 2 municipalités, on est impliquées, puis la MRC aussi. Parce que moi, je suis ici aujourd'hui pour encourager nos entrepreneurs, parce que c'est bien. Ils ont repris une pêche qui est patrimoniale, mais ils ont repris une pêche qui est patrimoniale, mais ce sont aussi des entrepreneurs qui essaient de vivre de cette tradition de la pêche à la Facine qui est chère à tous les Charlevoisiens, on le sait. Que ce soit pour en manger, mais aussi pour le plaisir là, de s'approprier ce poisson-là qui est le nôtre. Le petit 0,04% du poisson là, qui est pêché par M. Mailloux, par Mme Gauthier, bien, ça fait une différence pour nous, mais pour le cheptel, là, ça ne doit pas faire une grosse différence. Alors, je vous encourage, M. Mailloux, Mme Gauthier, à poursuivre vos recherches. On est derrière vous. Pas vos recherches, mais vos démarches. On est derrière vous. On va essayer de faire notre petit bout aussi. Puis, on encourage tous les citoyens là, à vous appuyer.
À l'approche de la date butoir du 1er avril, nous avons fait le point sur ce dossier avec la députée Caroline Desbiens. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Madame Desbiens, depuis maintenant 2 semaines, on s'active dans Charlevoix. Il y a une campagne qui a été lancée, il y a des conférences de presse qui ont été faites, il y a des poissons qui circulent un peu partout pour inviter la population à appuyer le dossier. Vous travaillez là-dessus depuis plusieurs semaines et là, on est à 1 semaine du 1er avril, date limite. Pouvez-vous nous dire, est-ce que ça bouge à Ottawa sur ce dossier-là? C'est-à-dire que ça résonne à Ottawa. Si ça bouge, c'est tout récemment parce que ça ne bougeait pas encore hier. J'ai questionné pour la 4e fois la ministre depuis un mois qui a comparu comme témoin au comité parlementaire Pêche et Océan sur lequel je siège comme vice-présidente. Oui. Donc, je l'ai questionné encore une fois. Vous dites que ça fait plusieurs semaines, ça fait plus d'1 an qu'on travaille là-dessus parce que la problématique date de l'an dernier où on avait accueilli Mme Gauthier avec sa problématique et on avait essayé de faire des démarches en ce sens. On nous avait dit qu'on allait maintenir ça comme ça, mais que c'était à l'étude et qu'on allait tenir compte de notre demande. Cette année, on nous répond exactement la même chose. Je pourrais vous faire comparer les 2 lettres. C'est exactement les 2 mêmes lettres. Madame Desbiens... Ça commence à être exaspérant. Moi, je suis une fille sympathique. J'aime ça le compromis, j'aime ça le consensus. Mais là, je suis à mes limites de lever le ton. Mais dites-moi, là, il reste 1 semaine, et puis ce que vous nous dites, on trouve que ça manque de gros bon sens. Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous anticipez la prochaine semaine? Parce que là, la date limite, en tout cas la date butoir, on est toujours au 1er avril, puis c'est dans 1 semaine, ça. Qu'est-ce que vous entendez faire là, cette semaine pour pousser encore, mettre de la pression sur le dossier? C'est sûr que le 1er avril est une date symbolique. Oui. Ça pourrait être le 3, le 4, ça serait correct aussi. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit le 1er juin. Parce que là, ce que le ministère Pêche et Océan essaie de faire, c'est d'arrimer une seule date d'ouverture de ce type de pêche pour faire l'affaire de Terre-Neuve. Terre-Neuve qui voit ses poissons arriver en juin. Alors, c'était le 1er mai, ce qui était déjà une catastrophe pour nous dans Charlevoix, les pêcheurs. Ils veulent mettre ça au 1er juin. Il y a une table de consultation où nos pêcheurs ne sont pas là, puis où les chercheurs et les scientifiques du fleuve Saint-Laurent qui connaissent le fleuve Saint-Laurent sont pratiquement pas là non plus. Donc, ce qu'on veut, d'une part, idéalement, c'est que ça soit le 1er avril qu'on arrête d'en parler, mais à tout le moins qu'on ait un moratoire pour cette année, qu'on nous permette de pêcher dès le 1er avril et qu'on intègre nos pêcheurs et les scientifiques du Saint-Laurent à la table de négociation, à la table de consultation. Mais Mme Donc, Desbiens, c'est un ou l'autre. Vous êtes à Ottawa, mais rien de moins. mais vous êtes à Ottawa, vous interpellez la ministre, vous avez le ministre responsable de la grande région de Québec, Duclos, qui est là aussi. Monsieur Rodriguez également. Comment ça avance? Parce qu'on a l'impression que là, le gros bon sens n'avance pas là, dans ce dossier-là. Ce que j'ai eu hier comme réponse, qui semble être une ouverture, c'est que la ministre m'a dit pour la première fois, je comprends l'importance de votre pêche. Alors, ça veut dire une chose, c'est aux gens de Charlevoix qui se mobilisent, aux médias qui nous supportent, ça veut dire que ça porte fruit. Pénurie de main-d'œuvre, bris de service, la traverse entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive suscite beaucoup d'inquiétudes et on vous a préparé un reportage là-dessus. L'insécurité et l'insatisfaction se fait ressentir auprès des usagers de la traverse de l'île aux Coudres Saint-Joseph-de-la-Rive. Nous avons rencontré des résidents qui utilisent quotidiennement ce moyen de transport jugé essentiel. Oui, pour moi, il y a possibilité de faire du télétravail. Sauf que le télétravail, là, quand c'est annoncé à 2 h de l'après-midi ou à 1 h de l'après-midi qu'à partir de telle heure, qu'il n'y aura plus de bateau, quand je suis supposée être au bureau toute la journée et que c'est entendu comme ça, de partir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, puis de dire, bon, ben moi, il faut que je m'en aille à la maison au plus vite parce que j'aurai plus de bateau pour me rendre chez nous, ça vient désorganiser toute une équipe de travail. En ce moment, je vous dirais que c'est presque l'enfer pour un commerce, même comme citoyen ordinaire. Donc, pour un commerce, je vous explique, sortir nos armoires puis avoir un alarme 2 heures ou 3 heures avant qu'il n'y a plus de traversier à partir de 5 heures ou plus de traversier à partir de 6 heures, alors qu'on est en train d'installer sur des chantiers, on doit tout laisser ça là ou carrément annuler notre installation si on le sait un peu la veille, sauf ce qu'on n'a pas appris la veille ou presque pas là, dans les derniers jours.
On a des coupures de services qui nous empêchent. Je veux dire, on n'est pas un territoire du Nord-Ouest dans le Nord canadien. Là. On est l'île aux Coudes entre Baie-Saint-Paul puis la Malbaie. Donc, on peut-tu avoir une accessibilité à notre chez nous? C'est un choix de vivre à l'île aux Coudes comme c'est un choix de vivre dans toutes les villes et les régions du Québec. Donc, on a le droit d'avoir accès à notre île, puis on ne l'a pas présentement. Le maire Christian Dufour souhaite un changement de cap de la part des ressources humaines à la Société des traversiers du Québec. Ça ne vient pas d'hier, ça, ce problème-là, de manque de personnel, puis que les gens s'en vont ailleurs parce que les salaires sont pas adéquats. Moi, j'ai administré les trois traverses, Tadoussac, l'île aux Coudes, puis Québec. C'est toujours la même chose qui arrive, c'est le salaire puis les horaires. Organisons un salaire potable, puis après ça, le syndicat, on va trouver une entente pour les horaires de travail. Après ça, bien, le reste qui se passe à la société, bonnes conditions de travail, ça va bien aller. Puis, ils ont un bon fonds de pension. C'est plaisant de venir travailler. Moi, j'ai été 22 ans. J'ai été bien servi. J'ai eu un bon salaire. À pas avoir été heureux, là, j'aurais pas resté. Bien, les gens, ils s'en vont parce qu'ils sont pas heureux, puis ils vont essayer à trouver le bien-être plus ailleurs où est-ce que ça fait les affaires. Le salaire moyen d'un matelot est de 50 000 $ par année. La STQ admet avoir un problème de main-d'œuvre généralisé et tente d'y remédier. C'est vraiment au niveau des matelots, la difficulté présentement, c'est vraiment là où est-ce qu'on a un manque là, de personnel. D'ailleurs, là, on met en place différentes initiatives, comme peut-être vous avez entendu parler vendredi, donc vendredi le 25, il va y avoir là, directement à la traverse une journée de recrutement pour justement être capable d'avoir des matelots supplémentaires. Les gens vont pouvoir se présenter là directement, même embarquer sur le traversier. Il y aura même un matelot là, qui leur donnera là, un peu, là, il leur parlera un peu du quotidien de matelot. Et par la suite, là, il pourra avoir des entrevues. Et même là, si tout se passe bien, les personnes pourraient avoir là, des offres d'emploi dans les 24 heures suivant là, cette journée-là. On prend la situation très au sérieux. Puis il faut que les gens sachent que notre priorité, c'est vraiment d'assurer le service. C'est vraiment la fiabilité du service. On met vraiment beaucoup de temps à essayer et avec raison, à essayer de régulariser cette situation-là. On retourne présentement toutes les pierres possibles. Et on a bon espoir d'arriver à trouver des solutions là, à court terme pour justement consolider nos effectifs à court terme, mais à moyen et long terme aussi. Les usagers proposent des solutions, mais se sentent tout de même ignorés par la société d'État. On a toute qu'une mauvaise presse présentement, là. L'année passée, déjà là, on en avait déjà une avec les bateaux qui avaient des heures et des heures et des heures d'attente. Les gens reviraient de bord dans la ligne d'attente du bateau à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis là, bien, encore cette année, au lieu d'essayer de se remonter un peu, de dire on va essayer de rattraper le temps de l'année passée, on est encore pire. On régresse au lieu d'avancer. On n'est pas entendu. Même on parle, est-ce qu'on est entendu? Mais comme société d'État, on n'a pas de chemin. Donc, devons-nous crier haut et fort, on n'a pas de chemin, ou c'est eux qui doivent trouver des solutions? On ne devrait pas vivre ça. On n'aurait pas à vivre ça. On n'aurait même pas été entendu. C'est inné qu'on doit avoir un service traversier chaque jour. On a besoin de ça, c'est notre chemin, on n'en a pas d'autre. Donc non, on n'est pas entendu, mais est-ce qu'on devrait l'être? C'est la société d'État qui doit nous fournir le service qu'on n'a pas. On en voit combien des sociétés d'État qui sont en grève assez souvent, puis que tout se gère comme ça, sans nommer, là, mais une SAQ, là, où toujours les conditions de travail se règlent facilement. Nous, on est un transport, un service essentiel. La voie pour se rendre chez nous, ça ne se règle pas. Ils ne trouveront pas de personnel s'ils ne règlent pas le salaire qui est médiocre. Le nouveau bateau, le Svanoy, qui est parti de Norvège il y a quelques semaines, devrait accoster dans Charlevoix à la fin du printemps 2022. Une flotte privée dirigera le navire. Le plan de match, c'est de déployer un navire qu'on a loué, donc qui est une location, et qui viendra là, être finalement le deuxième navire durant la saison estivale à l'île aux Coudes pour justement là, les fortes périodes d'achalandage, pour être capable là, de gérer ce trafic-là, si on veut. Mais la priorité pour nous, c'est vraiment le service. Puis c'est vraiment le service à 2 navires cet été.
Ça, c'est prioritaire pour nous. On veut s'assurer qu'on est capable de déployer 2 navires pour les gens de l'île aux Coudres, pour finalement le tourisme, mais aussi parce qu'on sait que c'est très important pour l'économie locale. Donc, la priorité cet été, avec la location, avec l'équipage, c'est vraiment d'assurer un service à 2 navires pour la saison estivale. Si les conditions de travail ne sont pas considérées et corrigées, le conflit pourrait se poursuivre pendant la saison touristique. Là, on est -1, là, ça s'en vient très rapidement, la saison touristique. Là, on est encore incertain. On est certain qu'au moins, on va garder le Félix-Antoine Savard pour cet été parce que la cale sèche a été retardée au mois d'octobre. Le Joseph Savard est supposé être prêt pour la fin juin, début juillet, avec la discussion que j'ai eue avec Madame la directrice du chantier maritime. Mais c'est encore là, on ne le sait plus. Là, mais ils nous ont dit qu'on allait avoir 2 bateaux. Une rencontre avec des maires ailleurs au Québec est prévue dans les prochains jours pour que le ministre des Transports agisse rapidement. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Les artistes sont invités à soumettre un projet pour aller en résidence dans l'inspirant chalet de Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. J'accueille M. Marc Bertrand, chargé de projet à Petite-Rivière-Saint-François. M. Bertrand, bonjour. Bonjour, Mme Pailleur. Alors, il y a un appel de candidature pour une résidence au chalet Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Pourquoi offrir cette résidence, puis surtout dans cet endroit-là? D'abord, la résidence d'artiste, c'est en fait une condition qui avait été demandée par le Fonds Gabriel Roy lors de la cession du chalet à la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. OK. Ça s'est fait en décembre 2017. Il y a eu déjà des résidences d'artistes, mais ça s'était fait de façon informelle. Et cette année, on décide vraiment de formaliser la chose, en effet, et de faire un appel de candidature plus complet pour une résidence d'artistes, pour que des gens puissent profiter d'un lieu de recueillement exceptionnel, je vous dirais. Et donc, la formule est lancée en espérant qu'on va recevoir de belles candidatures. Et M. Bertrand, qu'est-ce que représente cet endroit? Parce que c'est quand même un endroit où l'auteur Gabriel Roy a séjourné plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente pour la municipalité? Le chalet c'est un lieu vraiment symbolique. C'est vraiment le lieu. D'ailleurs, c'était sa seule propriété, Madame Roy. C'était vraiment l'endroit où elle venait à l'écart de la ville, parce qu'elle avait aussi un logement là, à Québec là, oui, dans les dernières années, où elle venait se recueillir. Et selon tout ce que j'ai pu avoir comme information, c'est le lieu où elle a rédigé une très grande partie de ses romans. Donc, la symbolique de cet endroit-là, comme lieu de recueillement, comme lieu d'inspiration, est extrêmement fort. Mm-hmm. Donc, pour la municipalité aussi, c'est vraiment pour la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François un site privilégié qu'on veut développer doucement dans le respect de l'esprit des lieux totalement quand même et qu'on veut ouvrir petit à petit, incluant la résidence d'artistes, mais que ce soit aussi un lieu qui va être ouvert au public. OK. Donc, il pourrait y avoir éventuellement peut-être des visites guidées ou on parle de quelque chose dans ce genre? Ce qu'on envisage présentement, c'est la création d'un parc, d'abord, oui, d'un lieu, d'un parc qui s'appelle le Parc Cet été qui chantait, parce que c'est le titre d'un roman de Madame Roy qui fait vraiment référence à son été, à un été qu'elle passait à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, le roman Cet été qui chantait est très symbolique pour le lieu où elle fait part de la nature qu'elle perçoit depuis ce lieu-là. Et éventuellement, ce que la municipalité souhaite, et on a déjà des ententes avec le musée de Charlevoix, c'est vraiment d'ouvrir le chalet et le transformer en tout petit musée. Juste transformer, il faut faire attention, ce n'est pas rien de majeur,
mais c'est de pouvoir circuler dans les lieux Exact. et qu'ils soient ouverts au public. Qu'ils soient accessibles, donc. Et si on revient, Exact. et si on revient à la résidence d'artistes, à qui ça va s'adresser? Est-ce qu'il y a un type d'artiste en particulier? Est-ce qu'on parle plus d'écrivains, de peintres? À quoi ça ressemble? Pas nécessairement. C'est sûr que les écrivains ont peut-être là, une longueur d'avance, je vous dirais, parce que c'est plus près de la création de Mme Roy. Sauf que la résidence n'est pas fermée du tout à d'autres types d'artistes. Je vous donne un exemple. Il y a eu déjà une marionnettiste qui a séjourné et qui a même produit un spectacle de marionnettes sur le parc, sur le projet, pardon, pas sur le parc, sur le roman cet été qui chantait. Oui. Donc, ça peut être des artistes qui ont d'une autre discipline, mais qui doivent quand même rester, je dirais, dans l'esprit près de la nature, de sobriété de Mme Roy, mais pas nécessairement de provenance littéraire, je vous dirais. C'est ça, exactement. Puis, comment on fait pour participer? D'abord, toutes les informations dont on discute en ce moment et tout ça se retrouve sur le site de la municipalité, sur le site web, sous l'onglet Chalet Gabriel Leroy. Et les conditions, en fait, c'est d'être un citoyen canadien. C'est important, citoyenne canadienne. C'était des exigences du Fonds Gabriel Roy. Oui. Mais on peut être un artiste de la relève ou en voie je dirais, un artiste bien établi ou de la relève. Et même de la relève, là, c'est très bien vu. Hein? On n'a pas besoin d'avoir un curriculum vitae très complet, pas du tout. Et aussi, on doit, c'est-à-dire présenter, bien sûr, là, le dossier de candidature à la date dans les délais prescrits, donc avant le 21 avril à 16 h. Oui, tout à fait. Puis, donc, ça aura lieu donc du 26 mai au 16 juin, cette résidence. Est-ce qu'il y avait un choix particulier pour ces dates-là? Est-ce que ça aurait pu être plus tard dans l'été? Qu'est-ce qui a arrêté votre choix? Ce choix-là provient, d'abord, c'est une période minimale de 3 semaines. OK. Hein, c'est ce qu'on va offrir à chaque année, c'est minimalement 3 semaines. Donc, la période a été choisie, en fait, entre la période assez chaude, hein, parce que c'est un chalet 3 saisons. Donc, à partir du mois d'avril, ça peut avoir du sens d'habiter là, mais peut-être plus au mois de mai. Oui. Et aussi, avant, je vous dirais, la période touristique qui débute là, à peu près à la mi-juin. Parce qu'en fait, il y a quand même, c'est une période qui est plus propice, il y a moins de touristes, c'est plus tranquille. C'est une des raisons pour lesquelles la période du printemps, c'est avant la saison touristique. Et éventuellement, si tout va bien, on aurait aussi une autre période à l'automne, mais après la saison touristique et avant la fermeture pour l'hiver. Exactement. C'est un peu comme ça que les périodes ont été choisies. Puis on rappelle donc aux gens que c'est une seule candidature qui sera retenue, c'est bien ça? Oui, le chalet est petit. Hein, on s'entend que c'est vraiment un lieu pour une seule personne. Bien sûr, pendant cette période-là, l'artiste choisi peut avoir des visiteurs, mais on demande vraiment que ce soit une seule personne qui habite les lieux. Oui. Et il y a certaines conditions, tout ça, il y a quand même pas mal de conditions là, qui se rattachent parce que c'est un lieu qui est fragile. Hein? C'est en bois, il ne faut pas fumer, c'est un lieu vraiment qu'on souhaite être de création et d'inspiration. Donc, oui, une seule personne peut être choisie. C'est la particularité du chalet Gabriel Leroy. Absolument. Alors, M. Bertrand, on reste à l'affût. On invite les gens à aller s'informer auprès de la municipalité ou sur la page web. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup, Mme Payard. On vous présente maintenant les 3 nouvelles expositions qui sont présentées jusqu'au 29 mai prochain au Carrefour culturel Paul Médéric. Pourquoi l'absence? Le thème nous est popé un peu comme ça, mais c'est comme un thème qui pouvait être large. Tu sais, l'absence, ça peut être l'absence de quelque chose, ça peut être quelque chose qui brille par son absence, ça peut être quelque chose dont l'absence est bénéfique ou mauvaise. C'était large, ça pouvait être dans l'humain, dans la nature, tout ça. Donc, c'est ce qui nous a inspirés.
devant une toile de Benoît Lévesque, qui est une toile qui sort un peu de son style habituel. Donc, il faudra venir la voir, rencontrer Benoît aussi, pour comprendre en quoi elle est différente de ses autres œuvres. On a Marie-Renée Otis, qui, elle, est du côté de la broderie, parce qu'on a différents médiums aussi là, qui sont présentés à l'exposition. Eliane, qui a fait une maquette de train, mais qui a toute une histoire autour de ça. Et son copain Jérémy, qui a plusieurs toiles là, qui sont au mur ici. On a un membre de notre CA, Rénal Boudreau, qui est là. Marilyn Busque, notre ancienne directrice, qui expose aussi. Et je vais vous nommer Sarah Hildebrand, qui présente des photographies. C'est l'artiste qui est en résidence présentement dans notre atelier privé. Elle est là pour 2 mois. Et elle vient d'Allemagne. C'est notre première résidente internationale. Donc là, ça nous fait vraiment... C'est un beau rayonnement. C'est la période à laquelle on est rendu dans notre existence. 2 ans, c'est comme l'année des bilans, hein, si on veut. Donc là, on doit voir c'est quoi le bon plan de match pour la suite, pour assurer la pérennité de ça. On sait qu'on est pertinent, qu'on est essentiel. Ça, c'est hors de tout doute, c'est certain. Maintenant, bien, comment qu'on va assurer la pérennité pour avoir droit à des subventions d'aide au fonctionnement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les centres d'artistes. Donc, le 2-3 ans, là, c'est la période où on a besoin de notre population, on a besoin de nos partenaires pour prouver qu'on est supportés, qu'on est tous concernés par cette cause-là. C'était mon passe-temps depuis l'âge de 15 ans, à peu près. J'allais passer les vacances chez des tantes à Petite-Rivière qui sont enseignantes. Alors, ils passaient une grosse partie de l'été à peindre. Puis là, j'y regardais faire. Puis à un moment donné, on m'a acheté mon premier coffre de peinture à 15 ans. Tante Annette prenait beaucoup de photos aussi. Fait que ça m'a amené aussi à prendre beaucoup de photos puis pour m'inspirer, pour donner des sujets. Là. Puis, c'est ça. C'était mon passe-temps à la maison. Je pense que c'était pour me tenir tranquille un peu parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup la bougeotte. Je faisais de l'huile au départ. On m'initiait à l'huile avec mes tantes. Puis, j'ai fait des paysages longtemps. Puis, à un moment donné, les enfants, je trouvais ça beau sur la plage. J'ai jamais eu de cours comme tel, je suis plutôt autodidacte. Alors, c'est moi qui développe ma technique. Je n'ai pas appris tout le visage, les ombres, tout. Mais c'est quand même intéressant. Là. Mais j'ai fait de l'huile comme ça un bout de temps, là, les enfants, des animaux. Puis après, c'est à 40-45 ans qu'il y a eu un virage. À 45 ans, les amis que j'ai rencontrés dans le certificat d'art visuel, là j'ai découvert l'acrylique. Puis j'ai découvert d'autres manières de travailler avec le mortier de structure, le sable. Là, j'ajoutais des éléments dedans. Puis là, le concept, là, ça rentrait. Là. C'est à 45 ans vraiment que ça a rentré plus. Là. Puis là, bien, les enfants, le travail, ça m'occupait encore beaucoup, mais j'essayais de donner un objectif d'exposer avec des groupes. Là. Alors, la corporation a décidé de faire appel à ses photographes membres pour faire une exposition qui sortait un petit peu de l'ordinaire. On a tellement eu de restrictions dans les dernières années. Ça fait que là, on s'est dit, on n'aura pas de thème, on n'aura pas d'obligation par rapport à l'encadrement et autres. Donc, on se laisse aller. On a demandé aux gens d'aller voir dans leur coffre au trésor qu'est-ce qu'ils pouvaient nous présenter, qui, dans le fond, n'a peut-être jamais été vu. Là-dedans, il y a des amateurs, il y a des semi-amateurs, donc des professionnels. Il y a des gens un peu entre les deux. Comme moi, je ne me considère pas un professionnel, je suis un amateur, j'adore la photographie. Mais on a la possibilité de montrer ce que l'on fait.
C'est bien beau regarder nos images chez soi tout seul, mais c'est plaisant de les partager aussi. Qu'on ait peu de connaissances, on peut venir puis poser des questions parce qu'il y a des échanges, il y a des rencontres, on peut partager tout ça. Des fois, on va travailler sur un thème, que ce soit des longues expositions. Alors, qu'est-ce qu'une longue exposition? Bien, on va l'expliquer. Puis on va demander effectivement aux photographes de pratiquer à faire de la longue exposition. Alors, c'est la beauté d'un club. Et je regarde aujourd'hui, l'image est tellement omniprésente. Tout le monde prend des photos avec son appareil cellulaire. Bien, on en voit beaucoup des belles photos, puis on voit beaucoup de très mauvaises photos. Hein? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une belle photo par rapport à une autre photo qui n'est pas très belle? Alors, dans le club, on peut montrer effectivement quoi faire pour avoir une belle photo, que ce soit un éclairage, une balance au niveau du tiers et 2 tiers, donc de balance en termes de contenu d'image. Alors, qu'est-ce qu'on met en évidence? Qu'est-ce qu'on retire de la photo? Question de mettre en soi le focus sur réellement qu'est-ce qu'on veut montrer, quelle histoire qu'on veut raconter, quoi. La compagnie Patin Libre présente le 2 avril prochain à l'Aréna de Baie-Saint-Paul un spectacle bénéfice au profit du Club de patinage artistique. Le Club de patinage artistique, en collaboration avec ses partenaires dont la ville de Baie-Saint-Paul, propose une soirée haute en couleurs le samedi 2 avril à 19h. On reçoit la troupe de patins Le Patin Libre qui tourne à l'international partout. Le spectacle a été présenté dans 10 pays différents. Ils vont commencer par présenter leur spectacle devant le public et ensuite de ça, ils invitent les spectateurs à chausser leurs patins, à monter sur la glace pour une soirée dansante, lumière, musique et nos patineuses du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul vont monter sur la glace et vont se faire former comment animer une soirée dansante. Dans le fond, ils ont l'habitude de créer des soirées où les gens ne tournent pas juste en rond autour de la glace, mais dansent, bougent, etc. Donc, c'est très dynamique. Fait que notre but, éventuellement, Club de patinage, c'est de pouvoir animer nous-mêmes ce genre de soirée-là. Le spectacle Influence explore les relations interpersonnelles au sein d'un groupe. Nous, on est un groupe là, qui tourne là, ensemble là, depuis plusieurs années, donc c'est sûr qu'on vit plein de choses différentes. On est beaucoup ensemble, donc on se reconstitue quasiment une famille. Donc, c'est sûr que il y a des liens qui se tissent, il y a des désaccords, il y a des grands bonheurs. Donc, ça l'explore un peu tout ça. C'est inspiré finalement de ce qu'on vit à travers les années ensemble. De passage au Québec ce printemps, la troupe Le Patin Libre revient à Baie-Saint-Paul, là où elle a débuté la création d'un nouveau spectacle en 2019. Baie-Saint-Paul, en fait, ça a été des partenaires pour nous accueillir en résidence de création. Actuellement, on travaille sur la création d'un nouveau spectacle. Ce processus-là a commencé en 2018 et puis Baie-Saint-Paul a été une des villes qui nous a accueillis en résidence de création pour créer cette nouvelle pièce, qui d'ailleurs va être finalement présentée en première mondiale à Paris en juin prochain. On est très contents. Donc, on attendait l'opportunité de pouvoir venir présenter un spectacle à Baie-Saint-Paul pour les remercier. Puis on se disait que la tournée dans l'Est du Québec était vraiment le moment idéal là, pour leur proposer ça. Les profits de la soirée iront au Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul. On sait que le Club de patinage artistique, son principal financement est la compétition Benoît Lavoie qui va avoir lieu cette année, la fin de semaine suivante, mais qui a pas eu lieu pendant 2 années de suite. Donc, par chance, le club était quand même financièrement en bonne santé, là, mais ça a été quand même difficile. Petits et grands sont invités à chausser leurs patins puisque les artistes proposent une soirée dansante après le spectacle sur glace. La partie la plus amusante de la soirée, évidemment, c'est d'inviter tout le public à venir nous retrouver sur la glace pour une petite fête dansante. Donc, on laisse de l'éclairage, on met de la musique, on fait un petit atelier d'initiation à la danse, on fait des petits jeux chorégraphiques. Donc, c'est très convivial, puis ça termine la soirée en beauté. C'est vraiment un événement pour tous. Le restaurant va être ouvert, donc ça va être possible de prendre une bière en haut pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de chausser les patins, mais quand même de se retrouver et discuter.
C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Salut Martin. Maxime, les nouvelles sont bonnes parce qu'il y a des tournois qui reviennent, puis il y a des équipes de partout au Québec qui vont venir nous voir, en commençant par le Charlevoix Invitation du groupe Gilles Jean. On parle d'un tournoi de curling. Alors, on parle d'un tournoi de curling, comme tu l'as mentionné, alors, en retour après 2 ans de pause. Donc là, c'est 32 équipes qui vont s'affronter donc du 31 mars au 3 avril et ça se fait au club de curling Nern. Donc, prenez-les bien en note. Et sur 32 équipes, il y a 20 clubs qui proviennent de l'extérieur de la région. Alors, tu sais, quand on parle que les événements rassemblent les gens, là, bon, ben, on a un exemple. Et c'est un gros tournoi, ça, quand même. Oui, bien, c'est un gros tournoi parce que là, 32 équipes, puis là, bien, les parties vont commencer le jeudi 31 en soirée et jusqu'au dimanche. Donc, calculez ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pratiquement 4 jours là, qu'on s'affronte. Puis quand je dis qu'on s'affronte, c'est pas 3 parties dans une journée, c'est des matchs subséquents, donc 1, 2, 3, 4, avec des courtes pauses entre chaque, comme les tournois habituellement le veulent. Et il y a un autre tournoi important, là, c'est le tournoi de quilles de Clermont qui va également être de retour. Et ça aussi, c'est des gros joueurs qui vont venir de partout au Québec. Absolument. Et je suis content parce que les quilles, je trouve qu'on sous-estime un peu ce loisir-là. Il y en a qui font ça comme loisir, mais il faut mentionner c'est un sport, les quilles, M. Jodoin? Ça peut être un loisir, mais moi, je vois ça également comme un sport. C'est un sport parce qu'il y a une technique, il y a un talent que ça prend pour faire cette pratique-là. Alors, on parle d'un tournoi de quilles pour la ville de Clermont qu'on a appelé la Clermontaine. C'est comme ça qu'on a baptisé le tournoi. Donc, écoutez, on parle de 64 joueurs de partout au Québec encore qui vont venir faire ce tournoi-là. Des gros joueurs. Bien, écoutez, oui, c'est des gros joueurs. Là. Vraiment, on parle de l'élite. Puis là, bien, encore là, 2 et 3 avril, de 8h à minuit. Alors, minuit, ça finit tard quand même pour certains. Et c'est quoi la formule du tournoi? Oui, bien, écoutez, on parle de formule match-play. Le match-play, il faut faire attention parce qu'il y a différentes façons de faire du match-play. Ça dépend comment est-ce que l'organisation veut les faire. D'un fois, il y en a qui prennent une formule différente. Mais le principe, c'est que souvent, c'est du 1 contre 1 qu'on s'élance. Et normalement, quand le joueur a 3 défaites, il est automatiquement éliminé de la rencontre. Alors, c'est un peu ça, c'est la base d'un match-play comme tel. Donc, on joue 1 contre 1. Oui. Et puis, c'est de l'élimination au fur et à mesure des défaites pour trouver des gagnants. Absolument. Puis même des fois, il y en a qui peuvent donner une limite de roulage, comme par exemple, si tu vas plus haut que 300 points, bien, on peut t'éliminer. Donc, c'est pour ça que je dis la base est là, mais après ça, les règlements d'envergure, là, tout dépendamment du tournoi, qu'est-ce qu'eux veulent choisir. Mais beaucoup de joueurs de calibre les 2 et 3 avril prochains à Clermont. Oui. Alors là, on parle de l'élite, là, vraiment. Là, en terminant, Maxime Jodoin, est-ce qu'on parle un peu du Canadien? Bien, avec plaisir, Martin. Ça a bougé? Ça a bougé beaucoup cette semaine, le Canadien. Présentez-nous ça rapidement. Ça a bougé parce que des joueurs sont partis. Et là, bien, dans ceux qui sont partis, on parle de Tyler Toffoli, de Ben Sherrod, de Arturi Lekonen, Brett Kulak. Finalement, ça n'a pas été une grande surprise parce que c'est des joueurs qu'on avait déjà parlé qui allaient partir. Lekonen a fait un peu mal parce qu'on pensait qu'il était à long terme dans les plans du Canadien, vu sa jeunesse. Mais ils ont eu un bel échange avec lui quand même. Bien, écoutez, oui, bel échange parce que là, on a eu un choix de 2e ronde, ce qui est très bon. La seule affaire, c'est en 2024. Donc là, c'est sûr que c'est loin quand même. Mais il y a un espoir aussi, là. Bien, un défenseur il y a un espoir qui s'appelle Justin Barron, qui lui est à Colorado. Et pourquoi on est content? Parce que à Montréal, on l'a, mais à Colorado, honnêtement, ça l'a crié. Ça l'a crié à Joe Sakic parce qu'il l'avait échangé et c'est un espoir sur qui on comptait. Donc, à Montréal, on est content, mais à Denver, on crie pratiquement « Qu'est-ce que vous avez fait là? » Alors là, on peut comprendre qu'à court terme, le Canadien est gagnant. Et là, c'est à long terme, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'en termes de points, qu'est-ce que ça va nous rapporter. Il reste combien de matchs à la saison au moment où on va en onde? Oui, bien là, en fait, il reste 1 mois d'activité au mois d'avril, donc j'ai pas le chiffre précis. Non, c'est 16, 17, 18 matchs. Aux alentours, peut-être dans les vingtaines qu'on va aller. Okay. Donc là, présentement, bien, tout ce qu'on peut faire, c'est de jouer les troubles fêtes, de s'assurer de préparer la relève pour l'an prochain, d'avoir un bon pêchage, d'avoir des bonnes signatures, en espérant que Martin Saint-Louis puisse amener des joueurs comme Christopher Letang à Montréal. Ça serait vraiment une très belle chose. Alors, c'est vraiment prêt de se préparer à l'an prochain avec les matchs restants. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Martin. À la prochaine. Alors, c'est tout pour l'émission d'actualité cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.